Messieurs, mesdames, mesdames, messieurs, pardon, la crainte d'être galant me fait être quasiment grossier. Euh, Monsieur le recteur, mes chers amis, je suis là aujourd'hui pour essayer de vous faire part, partager un certain nombre de choses concernant ce phénomène de l'illettrisme complexe, difficile, et surtout vous donner un certain nombre d'idées sur le sens de la lecture, le sens de l'écriture, les dérives que peut avoir l'une et l'autre démarche pédagogique, et enfin de vous montrer euh, quels sont les enjeux, c'est-à-dire qu'est-ce que l'on risque avec si l'on ne lutte pas farouchement contre ce phénomène de l'illettrisme, aussi bien au sens de la soumission qu'au sens de la désinvolture. Et je commencerai par rendre hommage à ceux qui ont monté cette opération Erasmus, monté, construit cette opération Erasmus avec beaucoup de volonté, beaucoup d'intelligence et beaucoup d'opiniâtreté parce qu'il en fallait. Je pense notamment à Jackie Crépin, ami de longue date. Je pense aussi à Isabelle Albar qui a maintenu cette opération au plus haut de ce que l'on pouvait espérer. Et qu'est-ce, qu'est-ce, pourquoi c'était important? Et pourquoi je n'ai pas hésité une demi-seconde quand Jackie m'a proposé de mettre les ressources de mon laboratoire au service de l'opération Erasmus? Parce que on prouvait ainsi, et on a prouvé, que le talent pédagogique, l'originalité, le dévouement pédagogique dépassait de très loin le clivage linguistique. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que turc, que la langue soit du turc, du roumain, de l'italien ou autre, euh, on pouvait échanger et monter des dispositifs pédagogiques qui dépassaient ces différences linguistiques. Ce n'est pas la langue qui fait la démarche prend la langue telle qu'elle est et envers et contre tout nous amène à une finalité qui est de faire apprendre à lire, à écrire à des gens qui ne savent pas encore, qui n'ont pas eu la chance d'apprendre. Et donc, c'est cette idée-là par laquelle je voudrais commencer, c'est l'idée selon laquelle, en fait, euh, on peut se parler euh, entre pédagogues ayant à gérer des langues particulières. On peut se parler le même langage pédagogique, on peut avancer dans la même direction. Et ça a été quand même quelque chose de formidable que de voir comment les Roumains se sont emparés du rôle, comment les Italiens se sont emparés d'autres choses, etc. Donc, ça, c'est la première chose. Alors, évidemment, ça dépend des dispositifs pédagogiques. Il est certain que si votre dispositif pédagogique se résume uniquement à travailler sur le code de la langue, alors là, la langue vous dit pas moi. Français peut-être, mais pas roumain, mais pas italien, etc. Parce que vous savez effectivement que l'italien et le roumain aussi sont des langues dont le degré de transparence, c'est-à-dire la simplicité, la relation entre graphème et phonème est infiniment plus de transparence en français, que par conséquent, là, nous nous serions heurtés à une difficulté majeure de dépasser les différences linguistiques. Mais nous n'en étions pas, nous n'étions pas engagés dans une démarche qui était une démarche uniquement d'entraînement au fait. Nous étions engagés dans une démarche de construction du sens qui est, vous l'admettrez, la finalité absolue. Et pas unique, mais absolue, mais la finalité au fond du fond. Lire, c'est comprendre. Au fond du fond, écrire, c'est se faire comprendre. Et c'est cette idée-là qui a irrigué l'action d'Erasmus, c'est celle qui a réuni ces équipes dans une même perspective et qui a permis aux instruments qu'on mettait en place de s'adapter à des situations sociales et linguistiques différentes. Voilà la première chose que je voulais vous dire.
Je vais maintenant vous parler d'une part de la lecture, de l'écriture, et puis les réunir dans une perspective qui est une perspective plutôt épistémologique. Alors, la lecture, je viens de dire, lire c'est comprendre. Lire c'est comprendre, évidemment, ça ne veut pas dire, évidemment, que on met un enfant dans un texte, un jeune enfant qui arrive au cours préparatoire comme dans une piscine, et qu'ensuite on va lui dire, eh ben, nage maintenant. Non, il est évident que la découverte, l'entraînement au mécanisme du col est quelque chose d'extrêmement important, et il y a un certain nombre de jeunes en situation d'illettrisme qui sont en difficulté justement parce que leur apprentissage a manqué d'une colonne vertébrale qui est une colonne vertébrale très stricte, très laborieuse, si j'ose dire, et qui consiste effectivement à comprendre que nous sommes dans une langue alphabétique. Le français est une langue alphabétique. Le français est une langue alphabétique, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire qu'il y a 26 lettres de l'alphabet. Ça veut dire qu'il y a 26 lettres de l'alphabet, ça. Vous vous dites, oui, il a bien fait de venir ce matin pour nous apprendre une chose aussi formidable. Il y a 26 lettres de l'alphabet, mais une langue alphabétique, ça n'est pas simplement une langue où il y a un certain nombre de lettres. Une langue alphabétique, c'est une langue où, lorsque l'on identifie un graphème, ça peut être la lettre P, ça peut être la lettre O, mais ça peut être aussi la lettre CH, ça peut être la, la lettre, le graphème CH, c'est-à-dire un graphème complexe, ça peut être EAU, qui est aussi un graphème complexe. À chacun de ces graphèmes correspond un phonème. Et c'est cette capacité à l'identification du graphème, de savoir à quel phonème il correspond, qui constitue ce qu'on appelle le principe alphabétique. Ça s'oppose évidemment, comme vous le savez, au principe idéographique quand certaines langues rares, très rares aujourd'hui encore, tant que chinois ou japonais, euh, euh, utilisent encore, c'est-à-dire des langues où on a un seul signe idéogramme qui correspond directement au sens sans du tout passer par ce qu'on appelle la deuxième articulation du langage, c'est-à-dire la relation entre graphèmes. Donc, nous sommes dans une langue alphabétique et par conséquent, bien sûr, bien évidemment, il est clair que nous avons à nous préoccuper d'apprendre à un enfant, mais aussi plus tard, si on a raté, si on n'a malheureusement pas eu la chance d'apprendre à lire, on apprendra à un jeune adulte ou à un moins jeune, à bien à s'entraîner à cette relation graphique-logique. C'est important. C'est important. Mais ça n'est qu'un moyen. Ça n'est qu'un moyen, cette capacité de comprendre que quand il voit la lettre R, ça correspond à un son qui est le son re, avec quelques variantes bien sûr, mais dans cet ensemble de sons possibles, uniquement à ces sons possibles. Cette relation-là est une relation extrêmement importante, mais pourquoi est-ce qu'il faut apprendre à déchiffrer? Il faut apprendre à déchiffrer pour une raison très simple, c'est que c'est la seule façon de faire en sorte que un jeune adulte en situation de difficulté puisse interroger son propre dictionnaire mental et que ce dictionnaire mental à la question qui serait formulée ainsi, hein, voilà un mot dont j'ai euh, la possibilité d'identifier les différents graphèmes. Je sais faire correspondre ces différents graphèmes à différents phonèmes et je m'adresse à toi, mon dictionnaire mental qui me permet de parler, pour que tu me donnes le sens de cette combinaison. En gros, y a-t-il un abonné au numéro que tu as demandé? Et on voit bien ici que si on s'entraîne effectivement, et il le faut, à faire correspondre le graphème au phonème, ça n'a qu'un seul but, qu'un seul, faire du sens. C'est ça la chose importante, c'est la première chose que je voudrais vous dire. Je suis
inquiet aujourd'hui, je vous le dis très clairement, je suis aujourd'hui inquiet de voir le pendule qui n'arrête pas de passer d'un bout à l'autre de cette bataille idéologique, de le voir maintenant pencher gravement uniquement sur l'entraînement. Non, je vous le dis très clairement, nous sommes dans l'académie d'Amiens. C'est une académie dans laquelle nous travaillons d'arrache-pied et vraiment avec un bonheur absolu pour mettre en place une approche intégrale de la lecture. C'est la chose la plus importante, c'est-à-dire une approche où la mécanique est au service du sens. C'est ça qui nous a effectivement animé tout au long de ces la quatrième année maintenant, ces années où nous travaillons ensemble. Et je vous le dis, je ne voudrais pas que sous des prétextes divers sur lesquels je ne veux pas m'attarder, nous ayons aujourd'hui un enfermement uniquement sur les mécanismes en disant finalement le déchiffrage est synonyme de compréhension. Non, le déchiffrage n'est pas synonyme de compréhension. Et si un certain nombre de jeunes sont des jeunes qui n'ont pas cette capacité effectivement de lire, d'abord ici, j'ai commencé par la lecture, de lire véritablement et de comprendre, c'est parce que très souvent, leur apprentissage a négligé la pédagogie de la compréhension. La pédagogie de la compréhension, c'est le but final de l'apprentissage de la lecture, et ça n'est que pour comprendre que l'on apprend à déchiffrer. Voilà la première chose que je voudrais vous dire, c'est ça me semble-t-il quelque chose d'extrêmement important. Il faut bien qu'on se mette d'accord sur quelque chose. Il faut bien qu'on se mette d'accord sur quelque chose. Il y a deux façons de mal lire. Il y a deux façons de mal lire. La première façon de mal lire, je viens plus ou moins de l'aborder, c'est se donner un mal fou pour associer syllabe après syllabe, mot après mot, le bruit des mots et, la vision, pardon, la vision de la composition graphématique des mots et le bruit qu'ils font. Et ce labeur, qui est un labeur aride, compliqué, difficile, risque d'enfermer un certain nombre de jeunes qui n'ont pas eu la chance d'avoir un apprentissage suffisamment fluide, riche, éclairé, aussi bien à l'école que chez eux. Cet apprentissage-là risque de les laisser uniquement sur ce rapport lettres-son. Et ce sont des déchiffreurs laborieux, ce sont des déchiffreurs qui ont du mal à comprendre le sens même de la lecture. Pourquoi est-ce qu'il faut que je me donne tant de mal? Pourquoi est-ce qu'on m'impose ce labeur terrible qui est un labeur de déchiffrage si je ne fais rien, s'il ne se passe rien derrière? Cette première dérive, qui est une dérive délicate, difficile, compliquée, est une dérive qu'un certain nombre de jeunes adultes affrontent, et à force, si vous voulez, de ne pas faire de sens, ils vont penser que lire, ça n'a pas de sens. Et que si lire n'a pas de sens, alors on va se faire lire ou se faire expliquer ce que les textes disent par d'autres, et vous voyez la difficulté et le danger qu'il peut y avoir. Mais il y a une deuxième perspective, une deuxième dérive qui est au moins aussi dangereuse et que je vais essayer de décrire maintenant. C'est ce que j'appelle, dans un certain nombre d'articles que j'ai publiés, c'est ce que j'appelle les nouveaux illettrés ou les nouvelles dérives de l'illettrisme.
Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que un certain nombre de jeunes adultes, et un nombre important de jeunes adultes, je vous donnerai quelques chiffres après, euh, s'engagent lorsqu'on leur donne un texte à lire dans une lecture qui consiste à picorer quelques éléments, quelques mots, et à produire à partir de cette récolte insuffisante, bien entendu, un sens qui n'a pas grand-chose à voir avec le texte. Je vous rappelle une recherche que nous avons menée il y a maintenant 4 ans auprès des jeunes sortant ayant passé la journée d'appel et préparation à la défense, qui s'appelle aujourd'hui JDC, et qui avaient, lors de cette journée, passé un certain nombre de tests qui montraient qu'ils étaient en difficulté de lecture. Et nous avions choisi parmi ces jeunes enfin, réputés en difficulté de lecture, nous en avons choisi 1000, ce n'est pas rien. Et chacun de ces jeunes, nous leur avons proposé un entretien individuel. J'avais mobilisé toute mon équipe. Et nous leur proposions lors de cet entretien un texte, qui était un texte simple, qui avait la forme d'un article de journal, qui raconte une histoire sans aucun intérêt, mais très simple. Cette histoire disait que il s'agissait d'un jeune qui travaillait dans une pharmacie. Il était, fanat de soucoupes volantes. Il en construisait une avec un carton, de la colle et des fils de fer. Il l'a photographiée. Il emmenait ensuite cette pellicule dans un laboratoire de photo. Là, un jeune euh, lui chipait cette pellicule, l'envoyait aux journaux et le lendemain dans la presse sortait un article disant qu'il y avait une soucoupe volante qui avait atterri dans le village. Vous voyez que c'est un haut feu de littérature. Peu importe, il s'agissait de quelque chose de très simple, très facile, qui n'offrait aucun retour en arrière. C'était et puis, très simple. On leur donnait cela et on leur versait tout le temps qu'il fallait pour le lire et on leur disait ensuite, racontez-nous l'histoire, dites-nous quel film. Le terme exact du protocole, c'était quel film est-ce que vous vous êtes fait dans votre tête. Pour 1000 jeunes, ce n'est pas rien, hein, n'oubliez pas ça. Hein, ça nous a pris 6 mois quand même, cette affaire. Pour 1000 jeunes, 70%, c'est exactement 732. 732 de ces jeunes avaient nous raconté une histoire qui était une histoire qui avait un début, un milieu, une fin. Donc une cohérence narrative, si j'ose dire. Sauf que ceux qui nous racontaient n'avaient rien à voir avec le texte qu'on leur avait proposé. Et donc, on avait en fait affaire à des jeunes. Je vous donne un exemple pour que vous compreniez bien où on met les pieds quand on parle d'illettrisme. Un exemple, euh, un jeune lit le texte et ensuite il nous dit, ben voilà, moi le film que j'ai vu là, c'est un jeune qui rentre dans une pharmacie. Je ne dis pas qu'on commençait par dire qu'il travaillait dans une pharmacie, ça n'avait rien à voir avec l'histoire, mais peu importe. Un jeune, il rentre dans une pharmacie, il demande des produits, le pharmacien ne veut pas les lui donner, le jeune sort un couteau, il tue le pharmacien, les flics arrivent, ils le poursuivent, ils l'attrapent, ils le mettent en prison. Premier, 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 première interprétation de ce texte. Deuxième interprétation de ce texte, c'est, eh bien voilà, c'est une fille, ils ont sorti ça, mais c'est une fille, elle rentre dans un laboratoire, alors pour le coup, le laboratoire est ouvert. Elle rentre dans un laboratoire, elle pique des documents secrets, mais les espions arrivent, ils l'attrapent, ils la tuent. On a deux types de choses, reposant l'un sur un mot enseigne pharmacie, l'autre sur un autre mot enseigne laboratoire. Et sur cette base que dont vous concéderez la fragilité, il y a
une histoire, un récit qui se met en place et qui néglige complètement les éléments que le récit avait donnés. Et nous avons ici, si vous voulez, évidemment, une question qui est une question étrange, puisqu'on avait 732 jeunes qui étaient plutôt sur la pente d'un récit où on ne respectait pas les directives de l'auteur et où on inventait le sens, et environ 300 qui, eux, étaient des jeunes qui avaient un rapport au texte laborieux, déchiffrant syllabe après syllabe, sans faire véritablement de sens. Alors, vous comprenez bien, évidemment, que on puisse se poser la question. Il semble que ces dernières années, en me référant, si vous voulez, à des études qui ont été menées 30 à 40 ans auparavant, on avait plutôt le rapport inversé, c'est-à-dire qu'on avait plutôt des laborieux et peu de désinvoltes, c'est-à-dire d'inventeurs de sens. Et la question que je pose et que je me pose et que je vous pose, c'est est-ce qu'on a gagné au sens? Est-ce qu'on a gagné, pardon, au change? Est-ce qu'on a gagné au change? Ma réponse, s'il faut en donner une de façon très forte, c'est non. Nous n'avons pas gagné au change, nous avons plutôt perdu au change. Pourquoi est-ce qu'on a perdu au change? On a perdu au change parce que dans, dans le cas de ces jeunes qui ont outrepassé leurs droits d'interprétation, nous avons parmi ces jeunes une majorité qui ont négligé complètement ce que c'est que lire. Qu'est-ce que c'est que lire? Lire, c'est effectivement être capable de trouver cet équilibre particulier entre ce qui est de l'ordre de l'interprétation, de l'imagination, et ce qui est de l'ordre de la fidélité et du respect que l'on doit au texte et à son auteur. En gros, lire, c'est peser le texte sur une balance. Peser ce texte sur une balance. Et sur ces deux plateaux de la balance, dans l'un, je vais mettre toute l'interprétation, la liberté d'imagination et d'interprétation qui est la mienne et qui est singulière. Et et donc, si vous voulez, je vais prendre en moi ce texte et lui donner une interprétation, faire mon film tel que je le sens. Mais de l'autre côté, sur l'autre plateau de la balance, tentant sans arrêt d'équilibrer cette pesée, je vais mettre tout le respect, toute la fidélité, tout ce que je dois à l'auteur et à son texte. Une bonne lecture, c'est une lecture qui est à la fois une lecture de liberté et une lecture de respect du texte. Lire, c'est interpréter parce qu'il faut interpréter et d'autre part, ne jamais trahir. Lire, ça n'est pas une trahison, c'est une interprétation, mais évidemment, ça n'est pas une soumission. Donc il y a deux dérives à la lecture. L'une qui est une trop grande soumission, une servilité par rapport au texte. C'est-à-dire véritablement celle qui suit le texte mot à mot, syllabe après syllabe, craignant de faire du sens, craignant de comprendre, se disant finalement c'est pas si important, ou que quelqu'un d'autre viendra comprendre pour moi, qui viendra comprendre pour moi. Hein Sachons bien, si vous voulez, que lorsqu'on se bat pour l'illettrisme, on se bat aussi pour la résistance. Et que cette résistance intellectuelle à une interprétation fausse des textes profane ou sacrés est un danger absolument majeur. Mais d'autre part, il y a l'autre danger, il y a l'autre dérive, qui est le danger de la toute-puissance. La toute-puissance qui est véritablement
fait de dire peu m'importe l'auteur, peu m'importe ce que l'auteur a mis dans son texte, peu importe le texte. C'est moi qui décide, c'est moi qui interprète, c'est moi qui invente. Et donc, si vous voulez, il faut fonder cette lutte contre l'illettrisme sur ces deux perspectives qui sont véritablement les deux piliers de la lecture, qui est une compréhension, évidemment, mais une compréhension qui nourrit du texte et du directives de l'auteur. Deuxième élément, le sens de l'écriture. Le sens de l'écriture, c'est quelque chose de très particulier. Je dis souvent, en fait, l'écriture fut inventée un ordi. 500 ans, grosso modo, peu importe, finalement, même très récemment. Vraiment, l'écriture, c'est très récent par rapport, si vous voulez, à la construction du langage. L'écriture est récente, donc au milieu d'années, quelques milliers d'années. L'écriture fut, je le pense très profondément, créée par l'homme à partir du moment où sa conscience d'être et sa conscience de devoir n'être plus se sont associées. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'intelligence collective des hommes a osé regarder la mort en face et a voulu y apporter une réponse là, c'est une hypothèse que je fais, c'est alors que l'écriture est née. L'écriture naît comme une réponse à cet écartèlement douloureux de l'homme qui, en même temps, je veux dire, comme le président de la République, en même temps, avait cette idée que que l'homme était avec conscience de sa singularité d'existence, et d'autre part, il avait la certitude que cette existence un jour s'achèverait. C'est contre l'absurdité de cette double tension, de cette tension entre ces deux perspectives, cette douleur profondément humaine que l'écriture se construit, et c'est cette écriture aujourd'hui que nous gardons en nous parce que rien n'a changé aujourd'hui. Si nous écrivons, c'est parce que nous avons cette conscience d'être et de devoir n'être plus. Si nous écrivons, c'est parce que nous voulons passer à quelqu'un d'autre, loin de nous, loin dans l'espace, encore plus loin dans le temps. Nous voulons lui passer cet espoir, cet espoir de nous faire survivre par l'esprit lorsque nous ne serons plus par le corps. C'est cette idée-là qu'est l'écriture. Et vous comprenez bien alors le sens et le devoir du lecteur. Le lecteur ne peut pas trahir ce pacte de transmission, ce pacte sacré de la transmission. Quelqu'un compte sur moi. Il a écrit, peu importe qu'il ait écrit une page, un chapitre ou un livre, il a écrit. Et lorsqu'il écrit, il écrit parce qu'il croit dans son lecteur inconnu qui va lui redonner vie ou lui donner vie s'il n'est plus. Alors, c'est cette idée, si vous voulez, qui montre bien que lire et écrire a beaucoup plus à voir avec de l'éthique qu'avec du code. Lire et écrire, c'est de l'éthique. C'est-à-dire, c'est cette idée selon laquelle nous avons des droits de lecteur et des devoirs de lecteur. Écrire, c'est que nous avons effectivement un droit formidable de faire partager notre pensée. Nous avons ce devoir obstiné de nous faire comprendre de l'autre. Et je voudrais vous citer cette phrase que nous échangions il y a quelques années avec mon ami George Steiner, et il disait, je regarde parce que je ne veux pas trahir cette pensée, lire, c'est répondre fraternellement à l'appel désespéré de l'écriture. Je la répète,
parce qu'elle est très belle. Lire, c'est répondre fraternellement à l'appel désespéré de l'écriture. Fraternellement, c'est-à-dire frère en humanité, parce que humain, et appel désespéré, parce que c'est cet appel désespéré que lance l'écriture, ne me renie pas. Et donc, si vous voulez, nous sommes les dépositaires de ça. Et lorsque nous apprenons à lire, à écrire à nos enfants, lorsque nous nous battons dans les associations pour euh, améliorer, réapprendre euh, la lecture et l'écriture à des jeunes adultes, c'est cela qu'il faut faire passer. On ne vous fait pas venir dans une association pour annoncer et accumuler les syllabes les unes après les autres. Nous vous faisons venir parce que vous êtes humain et parce que la lecture et l'écriture est au centre même de notre humanité. Et donc, cette idée est une idée qui me semble être une idée importante parce qu'elle montre que lecture et écriture sont indissociables et que cette indissociabilité est quelque chose qui est dû au fait que euh, au cœur même de ce qu'est l'homme, au cœur même de cette fragilité de notre vie, l'homme a trouvé cette réponse extraordinaire, formidable, qui est la réponse de l'écriture, laisser trace de soi-même après soi. Dire à quelqu'un qui est loin de moi, lui faire part de quelque chose, d'une pensée qui n'est pas encore, qui n'a pas encore. Et donc, si vous voulez, il faut bien comprendre que dans une perspective de ce type-là, euh, la question qui est posée par beaucoup de chercheurs en neurosciences et qui nous disent combien il est important d'avoir une perspective qui est une perspective de vision des images du cerveau en activité, etc. Cette perspective-là ne m'enthousiasme pas. Ça n'est pas, si vous voulez, je ne suis pas ébloui devant des images d'un cerveau qui s'illumine dans des couleurs chatoyantes, etc. La question pour moi, c'est que lire et écrire, c'est un besoin existentiel. Que transmettre cette lecture et cette écriture quelque chose d'absolument indispensable fondamental. Et donc, si vous voulez, lorsque nous travaillons au cours préparatoire, lorsque nous travaillons tout au long du cycle 3, lorsque nous reprenons ces gens qui ont raté leur apprentissage de la lecture et de l'écriture, nous tentons de les faire entrer dans cet ensemble qui s'appelle la condition humaine. C'est pour qu'ils puissent participer pleinement à la condition humaine que nous voulons leur apprendre à lire et à écrire, pas parce que c'est bien, pas parce que c'est bon, pas parce qu'il faut, mais parce qu'on leur doit cela. Voilà, je vous remercie.